Avec Samy, il y a d'autres choses qui nous attendent. Nous, on a très envie d'être ensemble avec Samy. On a très envie de jouer. On est tout le temps en relation. On s'appelle, on se donne des nouvelles. On va revenir. Ce sera drôle, ça ira vite, mais on sera pas forcément dans un taxi ni dans un Uber. Bonjour à tous, bienvenue sur Info 7. Non, je déconne, vous êtes dans un décor et vous êtes bien sur RTS. Nous sommes dans les décors de la série Demain nous appartient. Aujourd'hui, rencontre avec un acteur de cette série. Il est l'un des derniers arrivés. Rencontre avec le comédien Frédéric Diefenthal. Salut Frédéric. Salut Nico. Comment Merci. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Merci beaucoup de nous accueillir dans les décors de la série. Pour quelqu'un qui n'aurait pas vu Demain nous appartient, comment tu décrirais ton personnage ? C'est un bout en train et en même temps quelqu'un qui cache aussi pas mal de choses, sinon ça serait pas drôle. Quelqu'un de très sincère et sensible et en même temps beaucoup de faiblesses. Il a des faiblesses, c'est ce qui rend aussi intéressant les gens qui vous semblent quelquefois au demeurant très forts. Et puis toujours le mot pour rire, toujours la bonne vanne, que ce soit en famille, avec ses élèves et tout. C'est vraiment quelque chose juste pour faire marrer. Et c'est une façon aussi de mettre un masque, de dissimuler aussi c'est sa façon de dissimuler des choses aussi. Dans la deuxième partie de cette interview, on va revenir sur ta carrière, mais je vais prendre un peu d'avance pour comparer avec ce rôle. C'est finalement l'une des premières fois qu'on te retrouve dans un rôle, comment je pourrais dire, un rôle de père de famille, un rôle de proviseur, un rôle peut-être plus âgé que les anciens rôles. Est-ce que je me trompe ? Pas du tout. C'est pour ça que j'ai eu envie d'intégrer la troupe DNA. Parce que j'arrivais à un moment, je vais avoir 52 ans. A priori, on me dit souvent que je ne les fais pas. Ça m'a servi de faire plus jeune. Et à un moment, tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises. Donc si tu veux, il y a des rôles assez matures que des réalisateurs ou des producteurs ont peur de te confier. Puis après, tu peux plus continuer à jouer les trentenaires à un moment. Oui, voilà, ouais, t'en as fait. Voilà, j'ai envie de jouer aussi ce que je suis dans la vie. Aussi, tout ce que je trimballe, tout ce qui se passe, ça serait dommage. C'est le moment à l'âge que j'ai. Donc être dans un personnage qui soit justement un quadrin, un mec bien mature de 45 ans qui a déjà vécu plein de choses. Alors je les ai eu au théâtre. Au théâtre, j'ai eu ces choses-là. Mais on aime être courtisé, les acteurs, on aime être désiré. Et moi, je me sens très acteur pour ça. Très actrice. Mais non, oui, j'ai besoin du désir. Et c'est vrai que la rencontre avec l'équipe de production de DNA a été un vrai déclencheur et ça a répondu à des attentes, des envies que j'avais. Vraiment, d'ailleurs, on en a parlé, on a abordé comme il m'envisageait et les propositions aussi ce que j'avais envie de faire en tant qu'acteur, en tant qu'homme. Et voilà, ils ont cross-boardé tout ça. Il y a une belle création de beaux personnages, une belle famille pour aussi intégrer une troupe magnifique qui existe déjà, une série qui m'attendait pas pour faire ses preuves, soyons clairs. Tu regardais la série avant ou pas ? Je regardais la série. Ok. Ouais, pas quotidiennement, je me faisais des replays, je regardais, j'ai plein de camarades en plus dedans. Je connaissais une bonne partie de la troupe, Ingrid, on avait joué ensemble. J'ai dit, c'est couillu quand même. Et j'étais épaté de voir le résultat dès le départ. Dès le départ, et de voir aussi toute l'évolution que ça a pris, les améliorations à chaque fois. Et pourtant, il y a vraiment un vrai truc très ambitieux. Et puis c'est tous ces acteurs, ces actrices qui arrivent à chaque fois, qui intègrent des nouveaux personnages, qui intègrent la série. Donc je trouvais ça vraiment bien amené. Puis les thèmes exploités. Alors on est dans les codes du soap, soyons clairs, avec des choses qu'on doit redire, on doit enfoncer le clou, on doit le spectateur, parce qu'il y a des gens qui prennent ça en cours de route. Il y a tellement d'histoires qui se croisent, il faut rappeler la chose. C'est vraiment beaucoup de thèmes de société qui sont exploités, des personnages d'horizons totalement divers dans tout, dans leurs origines, dans les mœurs, dans leurs professions, et puis intergénérationnel aussi. Voilà, on voit les parents, les grands-parents, tous ces gamins aussi qui sont là où je trouve ça bien. C'est pas souvent toujours pareil, quand on fait parler les mômes, c'est de mieux en mieux là depuis ces 5 dernières années. Il y a une vraie évolution là-dessus. Comment faire parler les gamins ? Moi j'ai toujours trouvé, j'en ai fait même nous les séries donc beaucoup plus jeunes. J'avais 19 ans, on réécrivait dire mais on pouvait pas nous faire parler comme ça. À l'époque c'est les balbutiements du verlan. Alors là. Ouais. Trop de verlan. Faut se souvenir de la pub SNCF. Pour faire de pub, il y avait une pub quand même qui était énorme. Monte pas WAM, on veut partir à la REM.
Chez de cour ou place assise? C'est pas possible. Mais si, c'est Bleu Cipo. Et il faisait parler les gamins en verlan, mais c'était ridicule. C'était mais vraiment pathétique, quoi. Pour revenir sur Demain nous appartient, c'est donc tourné à Sète, on le sait, et un petit peu aussi des fois dans la région ailleurs. C'était quoi ton rapport, toi, avec... tu la connaissais, cette ville de Sète, avant ou pas? Déjà, la ville? Alors, j'étais passé vite fait. Ok. Vite fait, comme disent les ados dans la série, comme dit mon fils de 15 ans. Vite fait. J'étais venu, effectivement, j'ai passé une journée. J'ai vu le musée de la mer, le théâtre qui existait déjà. Voilà, j'avais un souvenir de cette ville, les canaux, mais c'était trop rapide, une journée, donc je n'avais pas la vérité de la ville. Voilà. On va revenir un petit peu sur toi. Et pour commencer, sur moi, pas sur sur toi, moi, sur ta carrière. Je suis petites épaules. Ça, je suis pas trop. Comment tu te décrirais, toi, en tant qu'artiste, dans sa globalité? Dans sa globalité, non. Alors là, voilà, on passe la question parce que je ne me vois pas dans une globalité. Non, quand je dis globalité, c'est-à-dire théâtre, cinéma, série. Commencer déjà à raconter comment on se voit, c'est déjà pour moi une façon de se regarder et c'est pas un exercice pas facile. Évident. Non, mais c'est pas une question d'exercice facile. C'est question. Je trouve qu'un artiste qui se regarde n'est déjà plus un artiste. La seule chose, l'instinct, garder l'instinct toujours. À un moment, on peut le perdre cet instinct. Non mais voilà, c'est cette chose-là qui est important, garder la fraîcheur, c'est garder l'instinct. Vous savez, l'autre jour, je lisais une interview d'un acteur que j'adore, sont quelques-uns, Viggo Mortensen, vous voyez, de la trempe d'un Joaquin Phoenix et tout. Okay. J'ai l'impression que ces gens, on se dit, tiens, ils choisissent vachement leur rôle, leur truc, pour avoir, c'est des rôles, vous voyez, je parle d'eux parce que c'est des films quand même, à part des films à Palme d'Or, et ben en fait, vous êtes étonnés, vous lisez une interview, c'est leur instinct, ils ont le scénario, machin, et ils sont ce qu'ils sont, ils représentent ça. Donc il faut que les choses restent naturelles et être en adéquation avec ce qu'on est. Après, vous devez observer l'expérience, fait que vous observez ce que la vie qu'il y a autour de vous. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas ce que je fais, ce que je représente, je m'en fous. J'ai besoin d'être dans la vie, j'ai besoin d'avoir l'impression aussi de redevenir anonyme, parce que c'est cet anonyme qui a eu un jour envie d'être acteur, et surtout, plus que d'être acteur, d'interpréter des rôles, jouer aux cow-boys et aux indiens, au docteur et à l'infirmière. Mais non, c'est ça, c'est ce truc qu'on fait gamin instinctivement. Quand on est gamin, on dit pas je veux faire l'acteur. On se met dans la peau d'un personnage. D'être tout petit, d'un coup, d'un animal. Et c'est ce que doit garder pour moi un acteur ou un artiste en général, même dans la littérature, un chanteur, dans ce qu'il va interpréter. Pour revenir sur le début justement de ta vie, tu as parlé et tu as évoqué un petit peu l'enfance là et le moment où tu as voulu devenir comédien. Effectivement, quand on est jeune, on a tous un peu cette envie d'être comédien en se mettant dans la peau, comme tu disais, d'un animal ou de quelqu'un. Finalement, on a peut-être tous cette vocation qui après disparaît. Toi, en tout cas, cette vocation, elle est restée. Pourtant, alors, je résume, t'es né près de Paris, t'as grandi dans le sud, dans le Gers, dans un petit village. T'as d'abord côtoyé d'autres métiers. T'as été coiffeur notamment, t'as fait d'autres professions, t'as travaillé dans l'hôtellerie. École hôtelière. Voilà. J'ai arrêté l'école à 14 ans et demi, c'était l'année de mes 15 ans, et j'étais à 4 mois de mes 15 ans, et j'ai donc été pré-apprenti pendant 1 an et demi, pour après être apprenti à 16 ans, parce que c'est l'âge de l'apprentissage, je pense que ça n'a pas changé. Et alors comment l'apprenti se retrouve sur les planches? Eh ben, je me suis cherché. L'école, je l'ai arrêtée malgré moi, c'était pas je me suis pas dit j'en ai marre de l'école, je veux arrêter, c'était que je me suis senti d'une certaine façon rejeté par l'école. Ça a été une période j'ai eu mon entrée dans l'adolescence où ma maman a vécu des petits drames de la vie qui arrivent, voilà, les divorces, ces trucs, s'est retrouvée aussi toute seule avec ses gamins, et les apprentissages m'ont permis en fait de me chercher. J'ai cherché le père aussi à travers ça, le père qui manquait. Et puis voilà, puis je me cherchais, puis je suis venu habiter à Paris aussi. Voilà, ma grand-mère était dans le 13e, là, avec son petit HLM dans le 13e, qui était tranquille. Puis je passais 2-3 choses, mais c'était Paris, c'était autre chose. Et j'y étais bien. Et là, c'était vraiment une nouvelle vie. Je me faisais des nouveaux copains.
J'étais émancipé, donc je sortais aussi, je suis sorti assez jeune, pas mal, puis j'ai pu, de connaissance en connaissance, de relation en relation, et puis les années passent, et puis je vois un copain qui lui s'inscrit à des cours de théâtre, donc voilà, je l'accompagne, et puis j'ai été piqué par le truc, et puis c'est ça que j'ai eu envie de faire, et j'ai continué des petits boulots pour payer les cours, et voilà, et là, j'en ai pas démordu, quoi. Après c'est beaucoup de choses, le travail, la chance. Oui, bien sûr, après il y a tous les facteurs qui interviennent et qui font... Il y a tous les facteurs, bien sûr. L'une des premières fois où on t'a vu en télé, si je ne me trompe pas, c'était là. Qui m'a construit, jour et nuit. François Fellman, c'est toi qui m'as fait, oui. Ça c'est un des premiers... Quel souvenir t'en gardes aujourd'hui? Très joli souvenir. D'ailleurs, je tournais avec ma fiancée à l'époque, Ok. qui était dans le clip aussi. Et on a 40 ans en arrière. Dans 40 ans, j'exagère. 28 ans. C'est ça? Ouais. Ah, 28 ans, j'ai dit 40 ans, moi. Je me vis comme ça, moi. Ça paraît plus loin. En tout cas, c'était au siècle dernier. Hein, Voilà, c'est ça, c'est vrai. Pas mal de rôles ensuite, que ce soit au cinéma, à la télé. Et bon, j'aurais m'arrêter sur un rôle en particulier, c'est celui du lieutenant Colas. Ça, c'était dans Florence Larieux, Le juge est une femme. C'était celle d'avant. T'as commencé en 93, t'es resté 7 ans dans cette série. C'est marrant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui dans Demain nous appartient on retrouve Alexandre Brasseur qui finalement a été le lieutenant d'après, ouais, dans la version d'après du juge est une femme. Finalement il y a eu d'autres rôles après. Comment t'expliques que souvent t'as interprété des rôles de flic? Je sais pas, je dois avoir une autorité naturelle. C'est ça, hein, ça doit être ça. Non mais alors déjà il y a une chose, ouais c'est vrai, je sais pas comment répondre à la question. De toute façon, les rôles de flics vous collent toujours un peu à la peau. Les mecs, on est amené quand même à en avoir. Pour un acteur, vous êtes quasiment obligé d'y passer. Mais je sais pas, j'ai dû, après, quand vous marquez dans des rôles, on vous fait rejouer. Donc je pense que ça a contribué à ça. Donc il y avait eu celui-là pendant 7 ans. Puis il y a eu surtout le Tarzan loupe la branche de Taxi, Émilien. C'est un rôle qui t'a collé à la peau? Qui continue à me coller à la peau, inévitablement. C'est mais moi tout va bien. Mais tu gardes un beau souvenir de ces 4 tournages? Très bon souvenir. Je vous dis, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des tubes. Hein. Faut en avoir, quel qu'il soit. Moi, j'en suis très fier. J'ai 52 ans, c'est toujours là. Il y a eu après, il y a plein de choses. La carrière, elle est moult à la télé, au cinéma, au théâtre. Il y a beaucoup de choses et encore beaucoup de choses à faire. Ce qui est très touchant là, vous savez, c'est il y a une phase avec des succès populaires. Il y a l'adrénaline de ce que ça amène dès le départ, le succès, vous êtes dedans, vous le vivez, c'est chouette, vous en profitez, vous le savourez. Et c'est quand c'est des gros comptes, quand on parle vraiment de best-sellers, de tubes, de gros succès, c'est un feu d'artifice, quoi. Et à un moment, ça retombe. Et à un moment, quelque part, on veut... Vous n'en êtes pas blasé, surtout pas, mais un peu usé. Un peu, puis vous avez envie vous voulez d'autres choses, vous voulez d'autres sensations. Donc vous avez tendance à un peu quelquefois on peut les repousser un petit peu. Les mettre de côté. Vouloir volontairement les mettre de côté. Mais cette chose-là ne dure qu'un temps parce que très vite après, vous comprenez la vie, vous vieillissez et vous êtes toujours là, vous continuez. Et puis quand vous voyez des gamins, des gens dans la vous parlez de quelque chose qui les a marqués, qui fait partie de leur vie, mais vous dites je fais partie de via une œuvre, quelle qu'elle soit, je fais partie de la vie de millions de personnes. C'est un cadeau, quoi. C'est touchant et je dois le respecter, ça, je dois en être très heureux. Bon, finalement, j'allais dire, t'en as parlé beaucoup quand le 5e volet est passé. T'as expliqué que t'avais refusé le film parce que tu voyais pas l'intérêt d'y retourner s'il y avait pas Samina Seri et s'il y avait pas ce duo. Non, on va pas faire la plonge dans un fast-food alors qu'on a. Voilà. Qu'on a servi dans un 3 étoiles. Hein. Mais si demain on vous propose tous les deux de revenir, elle est belle cette métaphore. Mais si demain on vous propose de revenir, vous revenez? Je suis fair play, mais on m'avait proposé. Non, c'était pas jouable. Avec Samy, il y a d'autres choses qui nous attendent. Ok. Voilà. Nous, on a très envie d'être ensemble avec Samy. On a très envie de jouer. On est tout le temps en relation. On s'appelle, on se donne des nouvelles. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'étais là, dans les coulisses du studio en train de parler avec lui. Il est aux États-Unis. Là, il vient de tourner 2 films américains. Il bossait là-bas, voilà. Et on va revenir. Je vous en dis pas plus. Ça marche. En tout cas, on va hâte revenir ensemble. De voir ça. Voilà. Et on embrasse Samina. Ce sera drôle, ça ira vite. Mais on sera pas forcément dans un taxi ni dans un Uber.
Ça serait bon, c'est la suite de l'appeler Uber. Je voudrais juste te dire un petit mot aussi des livres, parce que tu as écrit un essai en 2013 qui s'appelait Paris, capitale du crime. Pourquoi tu avais eu envie de revenir comme ça sur ces crimes parisiens, ces histoires ? Alors, c'est né d'une proposition. En fait, normalement, ça devait se limiter à narrer des histoires comme ça, des faits divers de la société sur un siècle pour 13e rue. Et je me suis pris de passion pour le projet. J'ai dit non, je peux pas me limiter à ces petites histoires, à des petites chroniques. Voilà, faut qu'il y ait un livre derrière, et puis je veux vraiment être partie prenante avec des choix. Donc du documentaire, on a élaboré le livre à deux, voilà. Paul-Henri qui a été mon co-auteur, voilà, on a écrit à quatre mains. Et ça a été une histoire passionnante parce que la volonté c'était vraiment j'ai tout d'un coup eu un déclic. Alors c'est vrai aussi d'avoir fait pas mal de polars. Et puis je lis beaucoup l'actualité et ce qui se passe dans le monde entier de tout. Je lis vraiment de tout, que ce soit politique, faits divers, de choses. Je m'intéresse aux choses. Et par le biais de la justice et de la criminalité, on arrive aussi, c'est un biais par lequel aussi on arrive à voir l'évolution de la société. Il n'y a pas que celui-là, il n'y a pas que des choses glauques qui vous amènent à pouvoir avoir cette analyse, mais en tout cas, elle en est quand même, elle est très forte pour ça. C'est ce qu'on a voulu décrire aussi dans les choix qui ont été faits des différents faits divers sur quasiment sur 150 ans. Voilà. Pour finir cette interview, la question que je pose à tous mes invités, si on est revenu sur pas mal de choses, de moments de ta carrière ou même de ta vie. Si tu avais l'occasion aujourd'hui, avec une invention révolutionnaire, de remonter le temps et de t'adresser à toi quand tu étais petit, maintenant que tu sais tout ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu te dirais ? Savoure, profite, vis le moment, vis le temps présent. Voilà, te cache pas, n'aie pas peur. Merci beaucoup d'être venu nous voir. À bientôt Frédéric, ciao. Merci à vous. Merci à toi, ciao. Merci. Et merci à tous. Qui n'a pas encore pécho cette année ?